Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une zone souvent minée des projets, les dynamiques humaines. On va décortiquer ensemble qui sont nos vrais alliés et qui, peut-être plus discrètement, pourraient mettre des bâtons dans les roues. On est tous passés par là, non? On a les bonnes données, la méthode est impeccable, le projet sur papier est blindé. Mais la réalité, c'est que la plupart des projets n'échouent pas à cause des chiffres. Ils échouent parce que, sans même s'en rendre compte, on a déplacé le fromage de quelqu'un. Et voilà la preuve. Ce n'est pas juste une impression, c'est un fait observé maintes et maintes fois dans la gestion de projet. Les compétences techniques, disons que c'est le biais d'entrée, c'est le strict minimum. Mais ce qui fait vraiment la différence entre un projet qui survit et un projet qui réussit avec brio, c'est l'intelligence relationnelle. C'est ici qu'on entre dans le vif du sujet. Le véritable champ de bataille, il n'est pas dans un fichier Excel. Il est dans les corridors, dans les salles de réunion, dans les non-dits pendant de conversations. Il faut absolument apprendre à lever la tête de ces chiffres et à lire la salle. Pensez-y une seconde. C'est une idée super importante à saisir. Même la meilleure amélioration du monde va changer quelque chose pour quelqu'un. Ça peut être sa charge de travail, son influence ou juste ses petites habitudes confortables. Et c'est cette redistribution des cartes qui crée de la résistance, qu'elle soit visible ou complètement silencieuse. Ça vous dit quelque chose? La peur de l'inconnu, la crainte de voir son poste devenir inutile, les patrons qui s'emballent au début puis qui passent un autre dossier. Ce sont des obstacles humains, mais ils sont tellement prévisibles. Le plus important, c'est de ne pas faire l'autruche et de les reconnaître. Bon, alors, comment on fait pour naviguer là-dedans? On ne fonce pas tête baissée, on commence par dessiner une carte. Et l'outil le plus efficace pour ça, c'est la fameuse matrice pouvoir versus intérêt. Le concept est vraiment simple. Il s'agit d'identifier de façon systématique toutes les personnes ou les groupes qui peuvent avoir un impact sur le projet ou qui sont impactés par celui-ci. Ensuite, on évalue deux choses, leur pouvoir et leur intérêt. Ce n'est pas de la politique de bureau, c'est de la pure stratégie. Et voici l'outil en question. Une grille toute simple, un 2 par 2, qui va devenir une alliée précieuse. Sur l'axe vertical, on place le niveau de pouvoir ou d'influence et sur l'axe horizontal, le niveau d'intérêt envers notre projet. Dans le coin en haut à droite, c'est là qu'on place les VIP. Pensez aux commanditaires du projet ou au directeur du département le plus touché. Ces personnes-là ont beaucoup de pouvoir et sont très intéressées. Elles peuvent faire de notre projet un immense succès ou le couler. La stratégie ici, on les gère de très très près. Communication constante, implication, on s'assure qu'ils sont toujours avec nous. Maintenant, en haut à gauche. Là, on a des gens puissants, mais que le projet n'intéresse pas tant que ça. Par exemple, le directeur des TI, qui s'en fiche un peu des détails, mais qui peut bloquer l'accès à un serveur s'il n'est pas content. Le danger, c'est qu'ils peuvent devenir des obstacles majeurs. L'objectif est donc simple, on les garde satisfaits. On leur donne juste assez d'infos pour qu'ils se sentent respectés, mais sans les noyer. En bas à droite, on a des alliés en or. Ces personnes n'ont peut-être pas le pouvoir de faire approuver le projet, mais elles y croient. Ce sont souvent les utilisateurs sur le terrain qui voient les bénéfices directs. En les tenant bien informés, en leur montrant qu'on les écoute, elles deviennent nos ambassadeurs, nos champions dans les discussions à la machine à café. Et pour finir, en bas à gauche, ce sont les gens qui ont peu de pouvoir et peu d'intérêt. Ici, la règle d'or, c'est de ne pas gaspiller son énergie. Une communication générale, une infolettre de temps en temps, ça suffit. On les surveille de loin, c'est tout. Parfait. La carte est dessinée. On sait qui est où. Mais ça nous dit le qui, ça nous dit pas le pourquoi. La matrice, c'est un excellent point de départ, mais ça ne dit pas tout. Maintenant, il faut creuser un peu plus loin pour comprendre ce qui motive vraiment les gens. C'est la fameuse question. Parce que la résistance, elle n'est jamais illogique pour la personne qui résiste. Il y a toujours une raison derrière, même si elle n'est pas évidente pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que pour chaque cause, il y a un antidote. Si c'est la peur de perdre son emploi, l'antidote, c'est de communiquer sur les bénéfices. Si c'est la peur d'un nouveau système, l'antidote, c'est de la formation et du soutien. S'ils ont été brûlés par des projets passés, on les implique, on leur demande des petites victoires. C'est vraiment du diagnostic puis du traitement. On arrive maintenant à la phase cruciale. On va passer de la gestion de la résistance à la construction d'alliances. C'est ici qu'on a la chance de transformer les plus grands sceptiques en nos meilleurs champions. Et comment on fait ça? C'est simple. 1. On implique les gens le plus tôt possible, dès le tout début. 2. On leur donne un vrai rôle. On leur demande leur avis, on utilise leur expertise, au lieu de débarquer avec une solution toute cuite dans le bec. Et 3. L'objectif final, c'est de les amener à se sentir comme des contributeurs et non comme des victimes du changement qu'on leur impose. Tout est là.
Personne n'aime se faire imposer quoi que ce soit. Mais quand on a l'impression d'avoir fait partie de la solution, d'avoir mis sa petite touche personnelle, notre perspective change du tout au tout. La résistance devient alors une force motrice. En conclusion, il faut vraiment se rappeler de ça. Les données nous montrent la direction, c'est vrai, mais ce sont les alliances qui nous permettent d'arriver à destination. C'est la maîtrise de cet aspect humain qui fait toute la différence, et c'est la clé pour vraiment exceller. Évidemment, identifier tous les joueurs sur le terrain, ce n'est que la première étape. Après ça, il faut choisir qui on veut dans notre équipe. Alors voilà, la carte des acteurs est faite. La prochaine étape, c'est de bâtir l'équipe de projet. Mais qui choisir? Parce que recruter les mauvaises personnes, même avec les meilleures intentions, ça peut faire dérailler le projet le plus solide. C'est une question absolument critique qu'on va aborder dans notre prochaine analyse. À bientôt!